Meyega, Oh, papa. Meilleur, papa. comment ça va? Je vais bien, mon papa. Et toi? Raconte-moi, tu arrives du Caire, là. Parle-moi un petit peu de ces 2 derniers jours et de tout ce que ça entraîne. Euh, Avant de te parler du Caire et de tout ce que tu voudras bien, je vais profiter parce que je ne l'ai jamais fait devant toi. Je le fais souvent, mais je voudrais te dire merci. Parce que l'homme que je suis devenu, euh, c'est grâce à toi, entièrement grâce à ton audace. Parce que quand je suis arrivé à Palem ce jour, je ne savais pas que tu devais me donner cette opportunité. Et tu l'as fait. Donc, si mon chemin a commencé à Palem, c'est uniquement grâce à toi. Il a commencé grâce à toi parce que tu t'es dit que ce garçon avait peut-être le talent et qu'il aurait peut-être une belle carrière. Et après, il y a eu toi qui as osé me donner cette opportunité à 17 ans. Et je ne peux que être reconnaissant. Donc, avant toute chose, je te dis merci, papa. Mais Sam, tu sais qu'on n'est pas là pour parler de moi. Oui, on n'est pas là pour parler de toi, mais pour parler de toi. il est bien et bon de porter Merci beaucoup. ce témoignage aux gens quand ils sont vivants. Parce que nous le faisons très souvent quand ils nous quittent. Mais je voudrais que le monde entier, je voudrais que ceux qui vont nous écouter, qu'ils sachent qu'il y a eu un sorcier blanc, un papa pour nous autres, qui a osé, qui a sorti les François Mambiik, les frères Canabiik, qui a sorti Samuel Eto'o à 17 ans parce que personne n'allait oser me donner cette opportunité. Mais toi, tu l'as fait. Maintenant, pour revenir au Caire, papa, beaucoup d'émotions, un privilège d'être dans ce comité exécutif dirigé par le président Motsepe. Mon rêve de gamin, c'était de jouer au football et bien évidemment de servir notre continent. Mon rêve a pris corps et puis je me suis dit, il fallait peut-être que j'intègre le cercle très fermé des décisions de notre football. Je me suis battu comme je pouvais. Le football, c'est ma vie, c'est ma passion. Et ma seule ambition, c'est de servir l'Afrique honnêtement et de savoir que j'ai mouillé le maillot. Je t'écoute là et je me dis que finalement, est-ce que c'est pas cette assemblée du Caire qui fait que tu as définitivement pris conscience que tu avais retiré ton maillot de foot pour endosser le costume du président et prêt à partir dans toutes les élites. Il n'y a pas une bascule qui s'est faite au Caire? Non, du tout. Papa. Parce que tu as arrêté de jouer, finalement, il y a très peu de temps. Oui. Et l'une des choses qui me plaisait après ma carrière, c'était de diriger. J'ai eu la chance de passer mes diplômes d'entraîneur en Espagne parce que je voulais comprendre en réalité ce qu'un entraîneur pense. Quand un entraîneur est devant moi, je sais ce qu'il pense. J'ai pas peut-être son expérience, mais je sais ce qu'il pense parce que j'ai fait ses études et en plus... T'as un petit peu entraîné aussi. J'ai un tout petit peu entraîné et ça s'est super bien passé. Mais c'est pas ce que je voulais faire. C'est pourquoi j'ai arrêté. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais être dirigeant. Pas forcément président. Non, pas forcément président de la FECAFOOT. Je ne sais pas si j'allais commencer au comité exécutif de la CAF ou peut-être dans une commission de la FIFA. Mais je voulais diriger, je voulais apporter ma contribution au football africain et au football mondial. Et finalement, l'opportunité de la fédération camerounaise s'est présentée à moi. Et je suis allé et c'est pas plus mal. Une enquête de RFI vient de montrer d'une façon très claire, avec beaucoup de témoignages, que la CAF était complètement phagocytée et téléguidée par la FIFA. Papa, quand vous dites diriger, je comprends pas quand vous dites diriger. Je pense que les dirigeants du football africain aujourd'hui, ils ont une excellente relation avec le président Gianni Infantino. Moi, je sais que vous avez une autre vision du président Gianni Infantino, mais moi, je peux pas me cacher. J'ai une autre vision parce que j'ai vu le président Gianni arriver. Je l'ai accompagné depuis le départ.
quoi qu'on dise, bien évidemment, il y a toujours des choses à améliorer, mais il a beaucoup apporté à l'Afrique. Maintenant, est-ce que nous avons bien géré ce qu'il nous a donné? Ça, c'est autre chose. Papa, moi, je garde toujours mon indépendance, mais je sais protéger mes amis. Et je sais reconnaître ce que mes amis ont fait à un moment donné. Qu'est-ce que la CAF peut et doit mieux faire pour faire grandir le football africain? Déjà, la CAF ne cesse de s'améliorer, mais sous le leadership du président Motsepe, nous allons l'aider et l'accompagner pour qu'on s'améliore partout. Il y a toujours quelque chose à améliorer de toutes les façons. C'est à lui de décider sur ce qu'il veut mettre comme priorité et nous allons travailler pour mettre sur sa table plusieurs idées. Tu deviens un grand diplomate, tu finiras ministre des Affaires étrangères, toi. Ah non, je ne veux pas être... Vous savez, quand vous êtes ministre, les gens rêvent de devenir ministre. Mais être ministre, c'est comme devenir prisonnier. Si vous voulez sortir, vous avez besoin d'une autorisation. Tout ce que vous voulez faire, vous avez besoin d'une autorisation. Je préfère rester président de la Fédération camerounaise de football et j'ai une liberté relative. Et justement, on sait que les lieux indomptables, c'est le patrimoine national. Et quand on touche au patrimoine, tout le monde se sent intéressé, concerné. Mais je t'ai suivi au moment de cette campagne, t'es allé partout, quoi. Oui, mais papa, pour convaincre, pour séduire. Il faut échanger avec les uns et les autres, il faut expliquer. Et puis, finalement, on trouve des gens qui pensent comme nous, qui voient peut-être parfois des choses sous un autre angle. Toutes les grandes victoires vont avec cette souffrance-là. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. À la Fédération camerounaise de football, j'ai présenté un projet qui était la rupture totale avec ce qui se faisait. Et les gens souvent me critiquent parce que je pense que le Cameroun est la meilleure nation au monde. Et je suis convaincu de ça. Il n'y a pas plus belle nation que le Cameroun pour moi. Et je pense réellement que s'il y a un pays en Afrique qui doit gagner la Coupe du Monde, ça doit être le Cameroun. On a tout pour gagner, mais il nous manque cette organisation-là. Est-ce que le football camerounais aujourd'hui fait encore peur en Afrique? Le football camerounais fera toujours peur, déjà par son histoire. Et après, il faut savoir que nous avons des grands joueurs. Il est vrai que nous avons connu une période difficile, mais depuis quelques années, nous revenons très très bien. Et je souhaite vraiment que les résultats du passé soient loin derrière nous et que l'équipe nationale et que le football camerounais continue à grandir. Ça, c'est l'équipe nationale A, les Lions indomptables. Et derrière, il y a par exemple l'équipe du Chan, qui pour moi c'est l'avenir permanent du football africain, à savoir ces équipes nationales composées à partir de joueurs locaux. C'est ce qui régénère en permanence l'équipe nationale A, avec plus les équipes de jeunes, des catégories de jeunes, et les féminines. Alors on en est où à la FECAFOOT Là déjà pour les U20 nous avons manqué notre qualification. J'étais triste parce que il y a eu l'arbitrage à l'africaine, mais ça c'est pas grave. Et comme j'ai dit au sélectionneur, le plus important pour moi c'est d'avoir cette stabilité à ce niveau-là. Et je ne veux pas, j'aime gagner, mais je ne veux pas tricher pour gagner parce que je n'ai jamais triché pour gagner. À chaque fois que nous avons eu la chance de gagner, c'est parce que nous l'avons mérité. Et nous continuons à travailler. Nous avons poussé le football féminin, mes U17 et mes U20. C'est ma raison d'être à la fédération. Hein. Je ne veux pas dire que j'aime pas les autres, mais les U17 et les U20, mes équipes féminines. Et hier encore, j'échangeais avec un de mes collaborateurs et qui est actuellement à Addis Abeba avec l'équipe. Je lui disais, peu importe les moyens que nous avons, l'équipe ne doit pas ressentir que nous sommes peut-être en difficulté ou pas. Mais je suis convaincu que dans un avenir proche, l'une des sélections féminines va gagner un tournoi majeur. Les péripéties qu'il y a eu avec le sélectionneur, tu en es où? Comment les choses se passent? Comment ça a évolué? Papa, je peux pas te mentir. J'étais gêné par rapport à cette situation parce que l'ambition que je nourrissais en venant à la Fédération camerounaise de football, c'était justement de bien faire les choses, de respecter les statuts, les lois du Cameroun et tout. Et à un moment donné,
tout ça n'a pas été respecté. Mais je comprends aussi le sélectionneur. Il y a un groupe qui l'amène, qui lui présente une situation, et il n'a pas eu le recul suffisant pour se dire de toutes les façons, nous sommes tous là pour gagner pour le Cameroun. Mais comme j'ai eu l'occasion de lui dire lors de l'entretien que nous avons eu à un moment donné, je lui ai dit, je serai le dernier à descendre de votre bateau parce que la signature, elle est mienne. Donc, j'espère qu'il avait compris le sens de cette phrase-là. Il y a toujours, c'est un défi qui se présente à nous. Il y a des réglages à faire encore, mais je nourris un grand espoir que tout ça rentrera dans l'ordre et chacun connaîtra quelle est réellement sa position, afin que le plus important pour nous, c'est que l'équipe nationale soit vraiment la vitrine que nous voulions tous qu'elle soit. Mais c'est pas ça le plus important pour moi, parce que où je voulais vraiment mettre de l'ordre, c'est dans nos catégories inférieures. Me dire que les U17 qui jouent réellement avec leur âge, les U20 jouent réellement avec leur âge. Pourquoi? Parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais la vraie compétition, elle est là. Parce que vous pouvez avoir le même talent qu'un autre, mais si pendant les catégories jeunes, vous avez 10 ans de plus, quand vous arrivez chez les seniors, vous ne pouvez plus, même si vous avez... Oui, tout est gommé. Tout est gommé. Et j'ai fait une modification au niveau... un changement au niveau des sélectionneurs. J'ai pris un ancien coéquipier qui était dans une autre sélection et je l'ai ramené là. Je lui ai dit, écoute, je suis passionné du beau football et je souhaite voir le Cameroun jouer au football. Ça va te prendre du temps, mais je suis encore président. Avec les politiques, avec le ministre, les choses s'arrangent aussi ou... Si le Cameroun veut vraiment être cette grande nation du football, nous devons être indépendants financièrement. La fédération. La fédération. Je pense que... Et je travaille vers ça. Du moins, jusqu'à ce que mon mandat s'achève, je vais toujours travailler dans ce sens. Il faut rendre la fédération indépendante économiquement. Savoir que du bas vers le haut et du haut vers le bas, la fédération, elle est responsable sur tout. Je veux être cette équipe qui est le Barça, qui peut traverser, qui peut avoir des ratés pendant 1-2 saisons, mais qui joue pendant 10 ans, demi-finale, finale, demi-finale, finale. Parce que c'est ça le Cameroun. Il ne faut pas se cacher. Et les gens, ils disent souvent, mais lui, il est fou quand il dit on va en Coupe du Monde pour gagner la Coupe du Monde. J'ai dit non. Vous n'allez pas dans une compétition si vous êtes le Cameroun en vous disant je vais regarder ce qui va se passer. Pour faire de la figuration. Hein. Non, c'est un état d'esprit. Quel est un peu ton regard? On s'évade un petit peu du foot parce que on est tous passionnés par ce pays, le Cameroun, sur des grands noms du sport camerounais comme bon, Yannick, c'était un binational mais pur Camerounais. Ah non, c'est un Camerounais. On ne va pas nous l'enlever. On va plus parler d'un, mais les actuels. Joel Embiid, par exemple. Non, mais Joel, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Siakam, pareil. J'allais te parler de Siakam. Pareil. Francis Ngannou. Non, Francis, c'est l'un de mes petits frères adorés. On dit qu'il ne faut pas faire de choix, mais c'est l'un de mes petits frères adorés. Je me souviens encore quand il m'avait sollicité pour son tout premier combat. Et je ne le connaissais pas. Mais le feeling. Et j'étais à côté de lui et je suis heureux de voir le grand champion qu'il est devenu et il est resté humble. C'est juste incroyable comment Francis est humble. Je suis même parfois gêné de voir ce garçon rester lui-même. Il est vrai que nous avons grandi en connaissant la difficulté, dont on n'a pas trop bougé, on n'a pas trop changé avec tout ce que nous avons connu après. Mais c'est un très très bon garçon et je suis très fier de pouvoir compter sur son amitié. Parce qu'il est sur le toit du monde, là, en ce moment. Et il sera encore sur le toit du monde pendant plusieurs années parce que, à un moment donné, Dieu vous donne ce que vous méritez et il l'a mérité. Et est-ce que quelqu'un comme Kylian Mbappé, tu lui donnes la nationalité camerounaise aussi? Les yeux fermés, papa. Les yeux fermés. Ah oui, les yeux fermés. Et c'est la chance que nous avons quand Kylian, Vinicius, où un matin je me réveille et tout le monde m'appelle. Il a le sang camerounais. J'ai dit mais je comprends pourquoi il est aussi fort. Mais on
on a la chance au Cameroun d'avoir des joueurs qui naissent parfois comme ça, mais pour moi, qui a eu la chance de jouer à un certain niveau, je sais que même quand on a le talent, il faut l'entretenir, il faut le créer. Niveau correct à jouer quand même. Hein. Tout à fait. Et on travaille pour créer ces talents. Mais il y a un nouveau Samuel Eto'o quand même là qui est en train de... Parce que tu sais très bien quels sont les reproches qui t'ont été formulés, un ego surdimensionné. Or là, je pense que cette élection au comité exécutif t'a apaisé, parce que ça a apaisé certaines rancœurs, certains combats que tu as été obligé de mener. Tu t'es rendu compte que finalement le terrain de sport était très proche du terrain politique, ou quel est le plus dur des terrains? Quel est Oh, papa, même si... Celui qui a le plus de trous et le plus grand nombre de mottes. Même si je n'oublie jamais, je ne garde rien dans mon cœur. C'est pourquoi les gens trouvent que je reste toujours jeune. Parce que à la fin de la journée, quand quelque chose ne me plaît pas, je le dis. Et où les gens trouvent souvent que j'ai un ego surdimensionné, c'est juste parce que j'ai toujours osé là où les autres ont eu peur. Je sais défendre mes droits. Je ne pense pas que je suis meilleur que les autres, mais je ne pense pas non plus que les autres sont meilleurs que moi. Et c'est comme ça, c'est ça qui a fait de moi le joueur que je suis devenu, c'est ça qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Je pense que d'autres, quand les instances de la CAF ont pensé à un moment donné que je n'étais pas qualifié pour compétir à l'élection, d'autres auraient baissé les bras. Moi, je ne me suis pas arrêté. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je me suis pas arrêté. J'ai défendu ce que je pensais juste. Pour d'autres, ils vont dire il a un ego surdimensionné. Non, papa. Avoir un état d'esprit de dire je vais à telle compétition pour gagner, je ne pense pas que c'est avoir un ego surdimensionné. Je me donne juste le droit. T'es ambitieux pour ton pays. Oui, pas seulement pour mon pays, pour l'Africain que je suis. Je me donne juste le droit de rêver comme tout le monde. Je ne regarde pas blanc, noir, marron, rouge. Non, non. Je me dis, je rêve comme tout le monde. Si nos frères blancs ont le droit de rêver, j'ai le même droit de rêver. Et l'équipe nationale que j'ai connue en 2002, c'était juste incroyable, papa. On arrivait à maturité. On a joué pendant un bon moment ensemble. On a gagné la CAN 2000. Eh bien, les médailles. Pour les vainqueurs cette fois-ci, bien sûr, avec Samuel Eto'o par exemple. On joue ensemble, on se connaît bien, on arrive dans de très très bons clubs où on a l'expérience, on joue, on a autour de nous des grands joueurs, on a une expérience et on arrive à cette Coupe du Monde. Si tu avais à formuler des regrets justement, tu te dis, j'aurais pas eu la nationalité footballistique camerounaise. Il y a deux choses qui me manquent. Que j'aurais pris la nationalité du Cameroun. J'aurais obtenu... Non, mais c'est être champion du monde et être ballon d'or. Ballon d'or, je ne pense pas, parce que parfois vous êtes le meilleur et vous n'êtes pas ballon d'or. C'est un peu comme Yaya Touré qui a été meilleur joueur au monde pendant 3-4 saisons. Il n'a jamais été ballon d'or. Mais Yaya était au-dessus de tout le monde quand il était à City. Personne ne jouait à son niveau. Pour un milieu de terrain qui faisait jouer tout le monde autour de lui, oui, qui te marquait 20 buts par saison. Au plus haut niveau technique et athlétique. Au plus haut niveau technique et athlétique. Il n'a pas été. Je ne pense même pas qu'il a été parmi les 5 premiers joueurs, meilleurs joueurs au monde. Donc, ça non. Mais le regret de dire, j'aurais pu gagner. Pourquoi? Parce que j'estime qu'à un moment donné à l'équipe nationale, nous avons eu une équipe qui pouvait prétendre de rêver de gagner cette Coupe du Monde. Vraiment, dans chaque compartiment, on avait 1 ou 2 joueurs qui étaient au même niveau. Alors, le regard évolue sur les joueurs africains. Où il évolue un peu moins vite, c'est sur les entraîneurs africains. Il y a plusieurs entraîneurs africains. Bon, il y a déjà une discrimination à ce niveau. Hein. Oui, même si j'ai... Il faut déjà qu'on l'assume et qu'on l'accepte humblement. Parce que je ne comprends pas comment il y a cette immigration... Belmadi, Regragui, Aliou Cissé, qui sont devenus... qui ont gagné la CAN. Quand vous avez des entraîneurs comme Aliou Cissé qui ont fait ce qu'ils ont fait en Afrique, et s'ils veulent peut-être venir entraîner en Europe, qui auront beaucoup plus de difficultés qu'un entraîneur européen qui va entraîner en Afrique. Mais ils ont bénéficié quand même de cette qualité d'être formés en Europe et d'avoir une sensibilité africaine, vu leur trajectoire et vu leur parcours.
Maintenant, ce qu'il faut, selon moi, c'est et savoir ce que tu en penses justement là-dessus, c'est développer les diplômes en Afrique pour les entraîneurs africains qui évoluent sur le continent. C'est là où il faut mettre le paquet maintenant, non? Oui, mais nous, en partenariat avec la FIFA, la Fédération camerounaise de football, papa, nous n'avons pas arrêté, hein, parce que nous pensons football tous les jours. Très souvent, nous qui sommes passionnés, les dirigeants qui sont passionnés dans le football, ils se concentrent sur certaines choses. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas importantes, mais ils ne regardent pas peut-être la clé du succès de leur club. C'est d'abord l'entraîneur. Je me souviens quand Rigobert Song devient sélectionneur du Cameroun et on a cet échange-là et il me dit « Bon, monsieur le président, voici mon planning sur les 2 prochaines années. » J'étais bluffé. J'étais bluffé. Parce que j'ai travaillé avec des étrangers qui ne m'ont jamais présenté un programme sur 2 mois. Mais Rigobert est parmi les entraîneurs les plus critiqués du Cameroun. Pourtant, il nous a qualifiés pour la CAN. Il a eu 4 points en Coupe du Monde. Ça faisait 20 ans. Le Cameroun n'avait pas connu ça. Et il est parmi les entraîneurs qui ont eu le plus de points pendant la Coupe du Monde. Jusqu'à présent. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la réalité ne ment pas. On a dit, ah, mais c'est le président Eto'o qui fait les listes en équipe nationale, c'est le président Eto'o qui fait ceci. C'est pas mon rôle. Mon rôle est de donner une partie de mes pouvoirs aux sélectionneurs. Parce que si j'empiète dans les décisions du sélectionneur, je ne peux plus dire au sélectionneur que non, vous n'avez pas été bon. Il va me dire, mais monsieur le président, vous m'avez demandé de prendre un tel. Ce n'était pas mon choix. Vous m'avez demandé de prendre un tel. Mais en Afrique, il faut toujours qu'on trouve une raison pour être content et dire non, 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 non. C'est même le président qui... Non. Le sélectionneur doit justifier ses choix. Est-ce qu'il y a des regrets, des querelles de personnes, des petites choses qu'aujourd'hui, tu aborderais ça autrement? Je pense souvent à la relation que tu as eue avec Issa Hayatou. Qui, avec moi, était un président exceptionnel. Bon, il savait comment j'étais, il savait que j'acceptais pas le moindre reproche et tout, donc j'ai pu travailler comme je voulais et tout. Et je me suis toujours dit que, à un moment, les choses ont un petit peu cloché entre vous deux, alors qu'il y avait plein de raisons pour que vous puissiez bien vous entendre. Quand tu y repenses, toi, maintenant? Oh, papa, déjà, je suis très gêné d'aborder ce sujet parce que ce grand président, ce grand homme, n'est plus c'est justement pour ça qu'on peut en parler aussi. Mais personnellement, j'avais pas de problème avec le président Issa Hayatou. Mais je pense qu'à un moment donné, le président Hayatou avait tout donné dans le football. Il avait tout donné. Et ce que nous autres, nous avons dit au président, vous êtes très grand. N'écoutez pas seulement ce qu'on est en train de vous dire. Les courtisans. Ceux qui sont autour de vous. Parce qu'en réalité, je me suis rendu compte que à la CAF, très souvent, ceux qui sont autour de vous et qui vous disent « Ah non, c'est très bien, président », la nuit, le jour de l'élection, ils vous trahissent. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs. Ils vous trahissent. Donc, ma position était simple. Je voyais de l'autre côté qu'il y avait un candidat qui travaillait, même avec ceux qui étaient dans le camp du président Hayatou. Et je voyais un grand homme qui a tout fait pour l'Afrique, qui a rendu le football africain indépendant. Personne ne pouvait venir parler dans le football africain quand nous président. Nous étions, ces petits-enfants même, nous étions, c'est une fierté. Mais nous sommes devenus des grands joueurs. Et on a commencé à s'intéresser à la politique du football et à fréquenter ces instances. Donc, moi, quand je dis à un moment donné, c'était pour cette sonnette d'alarme. C'est-à-dire, cette grande personnalité ne doit pas sortir comme ça du football. Et c'est aussi ça, de dire à quelqu'un qu'on respecte, à quelqu'un qui a beaucoup apporté, beaucoup fait pour l'Afrique, je ne parle même pas du Cameroun, de dire non. Peut-être c'est le moment parce que les autres, peut-être on peut me reprocher parce que de la façon dont je l'ai dit, mais je l'ai dit parce que j'avais un très très grand respect pour le président. Mais vous savez qu'en Afrique, quand vous dites parfois la vérité, vous n'êtes pas apprécié. Oui, pour non, ça. Je sais, moi j'ai vu. Et après, vous avez vu tous ces qui. Et ça, c'était un prince qui n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non.
Dès la naissance. Je ne sais pas parce que, paix à son âme, le très grand président Issa Yatou, c'est pas ma génération. Je pense, il était peut-être même, voilà, mon père ou mon grand-père dont je ne pouvais pas me permettre, et je ne pense même pas qu'il m'aurait donné la possibilité d'avoir un certain débat avec lui. Mais je pense humblement que à cette époque-là, il était trahi par ceux qui étaient autour de lui. Entre l'Afrique du Sud, le Maroc et Paris. Et puis le président Hamad a gagné cette élection. C'était pas la meilleure chose qui puisse arriver au continent africain. Moi, j'aurais aimé que la sortie du président Issa Yatou, soit faite de manière différente, parce que quelqu'un qui a autant apporté au football africain, c'est bien que tu lui rends hommage comme ça. Quelqu'un qui a autant apporté au football camerounais, c'est juste incroyable qu'on dise. Bon, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais les gens ne savent pas que c'est grâce à lui que l'Afrique a 9 places aujourd'hui en Coupe du Monde. 6 d'abord, et puis 9 aujourd'hui. Les gens ne le savent pas, mais c'était en 1995 quand il a envoyé les Constant Omari aller négocier ça avec Blatter. Évidemment, le président Gianni est arrivé et il a dit « Ok, c'est ça que je vais faire pour l'Afrique ». Mais c'était déjà négocié bien avant. Il fallait juste que quelqu'un l'assume. Il vient d'y avoir des matchs de Ligue des Champions entre Paris Saint-Germain et Liverpool, et on a le sentiment, peut-être est-ce un peu trop abrupt, un peu trop précipité, que Mohamed Salah, en une semaine, a raté quasiment toute chance d'être le prochain Ballon d'Or et le seulement 2e Ballon d'Or. Je ne pense africain. pas. Pourquoi vous le dites? Je ne pense pas qu'il a raté toutes ses chances. Et je pense tu sais qu'il les a compromises quand même. Non? Quand tu es sorti en 8e de la Ligue des Champions? Quand tu es en train de faire une saison comme celle, papa, si on a donné le Ballon d'Or à certains joueurs parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, je ne vois pas comment quelqu'un qui a été le meilleur sur toute une saison ne pourra pas gagner le Ballon d'Or. Ce sont les incompréhensions. C'est un facteur très handicapant, une élimination en Ligue des Champions. Oui, mais papa, si vous jouez cette rencontre lors d'une phase finale de Coupe du Monde et vous êtes Ballon d'Or, et que vous faites 42 ou 60 matchs pendant une saison et que vous êtes le meilleur de 60 matchs, dites-moi, il y a quand même quelque chose qui cloche quelque part. Mais est-ce que le meilleur est juste celui qui va faire cette rencontre pendant une période précise de Coupe du Monde et on vous dit que c'est le meilleur joueur du monde? Moi, j'ai dit, je ne partage pas cette idée. Je respecte, mais je partage pas. C'est pas à toi que je vais apprendre quand même à quel point l'impact médiatique est important sur une Coupe du Monde, sur une Ligue des Champions, et que tout n'est sûrement pas perdu pour lui, mais c'est, selon moi, quand même très compromis, parce qu'on avait l'impression qu'enfin, après Georges Weah, il y avait la possibilité d'avoir un 2e Ballon d'Or africain, sachant que Georges était dans une équipe nationale qui lui aussi n'était pas appelé à faire quelques résultats que ce soit. Mais Georges, si c'est pas le meilleur, c'était l'un des meilleurs. Mais tu sais, Roger va toujours être devant pour moi. Mais papa, je te prends un autre exemple. J'ai un jeune frère qui joue Borussia Dortmund, qui doit être le meilleur buteur de la Ligue des Champions ou parmi les meilleurs. Qui est de la On ne parle pratiquement pas de lui. Imaginons, il gagne la Champions League. Il est peut-être champion d'Allemagne. Il gagne la Champions League. C'est vrai qu'il fait une saison énorme. Ouais. Il devrait être Ballon d'Or européen. Mais peut-être parce qu'il vient de la Guinée. On va vous dire non. On va vous dire, on va donner à un autre. Oui. Donc, je dis, si nous parlons football, nous parlons football, papa, et nous comprenons ce que c'est que le football. Si nous allons juste sur les résultats, je dis... Mohamed Salah est toujours en compétition pour le Ballon d'Or européen. Je voudrais quand même m'arrêter sur ces 2 rencontres Paris Saint-Germain-Liverpool et Liverpool-Paris Saint-Germain, parce que je suis un peu dingue de Paris Saint-Germain. Je sais. Ouais. Et c'est là où on voit l'importance d'une équipe, d'un groupe. D'un entraîneur. Avant d'arriver chez l'entraîneur. Parce que c'est exceptionnel ce que Luis Enrique est en train de faire. Mais quand vous avez le groupe qui est la star et pas les individualités, ça donne ça. Bien sûr. Et c'est ce que José Mourinho avait réussi à faire.
Chaque fois, il formait un groupe qui était la star des stars qu'il avait. Ben oui, Et c'est ce que Luis Enrique a réussi à faire avec Paris Saint-Germain. Il y a même un avant-centre qui a été champion d'Europe en jouant arrière latéral. Hein. Merci, papa. C'est très Non, mais ça veut tout dire. Comment on est à la disposition d'une équipe? Quand on est à la disposition d'une équipe, c'est l'équipe qui est la star. C'est pas de dire les individualités. Non. Parce que, à la fin de la journée, si vous prenez les individualités, bien évidemment, peu importe, ce sont peut-être les meilleurs au monde individuellement. Mais s'ils n'arrivent pas à gagner une équipe, vous avez un problème. S'ils n'arrivent pas à courir en équipe, c'est un problème. S'ils n'arrivent pas à respecter la stratégie de l'entraîneur, c'est un vrai problème. Et ce que Luis Enrique a réussi à faire avec Paris Saint-Germain, pas seulement cette saison, j'ai dit c'est incroyable. Et je débattais en début de saison avec un autre ami passionné du foot et il me disait vraiment, oui, tu supportes Luis Enrique parce que bon, de toute façon, vous venez d'Espagne là-bas, c'est vous, tout ça. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Quand un entraîneur de football, moi je préfère un entraîneur de football qui a son idée de football et il défend son idée. Oui, puis c'est pas un courtisan. C'est pas un courtisan. Ouais. Oui. Et il va, voici ce que je veux et je défends cette idée-là. Et c'est ce que Luis Enrique a fait. Je voulais parler de ton fils. Quel père es-tu pour Étienne? Mais ce que j'ai dit à Étienne au début de sa carrière, je lui ai dit, écoute, fiston, si tu veux manger, tu auras toujours à manger. Tu veux voyager, tu pourras toujours voyager. Tu es malade, je vais tout faire pour te soigner. Mais je ne vais jamais appeler un sélectionneur ou un entraîneur pour te prendre. D'ailleurs, là, il est dans une mauvaise période, ça. Il progresse, là. Ouais, mais il faut qu'il garde les pieds sur terre. Je lui ai dit, il faut que tu restes humble, comme dès le départ. D'ailleurs, c'est un enfant qui est très humble, mais comme tout gamin, il peut s'enflammer. Il commence, il a fait ses débuts en première division. C'est normal. Mais la chance qu'il a, c'est qu'il a eu un papa qui est passé par là, qui va lui dire non, reste très humble, reste derrière, écoute ce que les aînés vont te dire parce que quoi qu'il en soit, ils ont commencé avant toi. Ils ont commencé avant. C'est vrai, tu portes un nom important dans le monde du football et on te jugera par rapport à ce nom-là. Mais si tu es à l'écoute et tu travailles beaucoup plus que les autres, tu auras toujours ton opportunité. Et aujourd'hui, il me rend fier parce qu'il est allé chercher. Il est allé chercher sa carrière. Il est bien évidemment, il a rencontré, à un moment donné, j'ai créé le contact avec un ami, Pepe Messas, qui est un aîné, qui est devenu comme son père, qui s'occupe de lui. Et on lui a dit, voici, je suis allé à Madrid, on s'est assis tous les trois. On lui a dit, écoute, oui, tu as du talent. Oui, mais tu vas commencer ici. Il n'était pas d'accord parce que il disait, oui, mais papa, il y a Alavés qui me veut. Alavés est en deuxième division. On lui a dit, non, tu préfères aller dans une équipe et être au banc de touche au lieu d'être ici et de commencer à faire ton investissement. J'ai dit, c'est comme si tu avais l'argent en banque et tu ne fais pas de placement, tu ne gagnes pas parce qu'il n'y a pas d'intérêt qui tombe. Je lui ai dit, non, tu es là, tu commences à jouer, tu commences à marquer tes buts, tu commences à aider ton équipe et tu vas monter. Et aujourd'hui, il est content parce qu'il dit, ah, mais papa, j'ai été écouté. On n'a pas fini avec les taux dans le monde du foot, chez les filles et chez les garçons, alors. Chez les moins de 20 ans féminines, chez les garçons, dans les moins de 20 aussi. J'espère que non. J'espère que non, mais en tout cas, c'est pour le bonheur du football en général et surtout le bonheur du Cameroun en particulier. Fils. Papa. Merci beaucoup de ce long moment, mais c'est pas fini. C'est pas fini. On va terminer par un petit quiz tranquille. Tu me réponds, l'un ou l'autre. Douala ou Yaoundé? Les deux. Ah mais non. Papa, comment vous pouvez me demander de choisir entre ma mère et mon père? Champion olympique ou la Ligue des champions? Champion olympique. La CAN collectif ou un ballon d'or individuel? La CAN. Thomas Nkono ou Joseph-Antoine Bell? Thomas Nkono. Nelson Mandela ou Omniobé? Les deux. Chacun a apporté sa contribution à l'Afrique. Pour ceux non camerounais qui connaissent pas Omniobé, c'est le leader de l'UPC qui a fait un discours exceptionnel, il faudrait les entendre, en 52 aux Nations Unies et qui a été assassiné en 58. Une autre question typiquement camerounaise, parce que Bassar, tu préfères être quoi? Bombok ou président de la FECAFOOT? Non, président de la FECAFOOT. Mes chefs, je veux pas avoir les problèmes avec mes chefs. Mila ou Ea?
Les deux, même si j'ai un penchant sur Mila qui a pesé sur ma carrière et sur qui a été dévancié sur tout. Et il est vrai que Immense talent, bon, papa, méconnu. toi, Immense tu l'as talent. entraîné, mais moi, Roger m'a tellement fait rêver. Il est vrai que Georges est arrivé après et puis il a repris le flambeau et il est parti un peu plus haut. Est-ce que tu sais que de 82 à 2010, la dernière Coupe du Monde? Non, c'est à 2006, la dernière Coupe du Monde. Non, En 2010 90. La dernière Coupe du Monde à toi? Non, 2014. Brésil. Oui, 2014. Tu te rends compte que de 82 à 2014, à part les quelques fois où le Cameroun ne sait pas, vous avez été sans arrêt tous les deux les avançants de l'équipe nationale du Cameroun. C'est quand même un truc incroyable. Merci. Le Barça ou le Real? Barça. Platini ou Infantino? C'est difficile, les deux, mais j'ai beaucoup plus côtoyé Gianni et il est devenu un aîné. Eto'o ou Henry? J'ai un très très grand respect pour Mais- Titi, mais je me préfère. C'est un ami, mais je me préfère. Je suis désolé, Titi. Je suis désolé, je t'aime bien.